Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode bonus, Alien Romulus. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Tu es sûr de vouloir faire ça? Le vaisseau. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. On a besoin en tout d'une demi-heure. Bienvenue dans la station spatiale Romulus. Ok, donc je suis de retour avec mes invités de l'épisode précédent, Alien 3, et on s'était dit que ça pourrait être pas mal de vous donner nos retours, toujours en distanciel avec Fouad. Fouad, ça va? Salut Jamel, ça va super et toi? Ça va, merci. Content de te retrouver en plus dans un délai très court, ça fait plaisir. Dans un délai court, et même l'épisode sera également court, hein. On va essayer de se tenir à 1 heure. Bah, également Damien, hein. Damien aussi est là. Salut Damien. Il a eu l'amabilité d'accepter, donc vraiment merci beaucoup Damien de prendre encore le temps de nous donner ton retour perso et subjectif sur le film. Merci à toi surtout de m'avoir invité à nouveau pour parler d'Alien. Et il y a pas mal de choses à dire sur Romulus, effectivement, ouais. Alien Romulus, donc réalisé par Fede Alvarez, scénario de Fede Alvarez également, et de son pote aussi réalisateur et uruguayen comme lui, Rodo Sayagüez. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Alors, comment ça va se passer? La petite table des matières. Donc, je vais vous demander vos avis, et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le dur concernant le film, à savoir, on va évoquer ce qu'on pense des personnages, du scénario, design, direction artistique. Vous allez me citer aussi vos 2-3 meilleures scènes. On parlera également, alors pardon, j'ai oublié, mais cet épisode sera full spoiler, hein, full spoiler. Donc, les auditeurs, auditrices qui n'ont pas vu le film, je suis désolé, je préfère vous proposer de repasser à l'épisode précédent, Alien 3. Là, il y a des chances que vous l'ayez vu. Attention, ça va spoiler salement. Fouad, ton avis sur Alien Romulus? La dernière fois, sur Alien 3, j'avais dit que j'attendais ce film, enfin en tout cas que j'avais envie de le voir, que sa bande-annonce m'avait vraiment fait envie, donc j'y suis allé d'un pas nonchalant et guilleret, hein. Donc au sortir de la séance, j'ai globalement plutôt passé un bon moment, globalement. Ok. Mais j'ai 2 énormes réserves. Sans être déçu totalement, je suis plutôt mitigé. J'ai eu à faire un espèce de mash-up, hein, de collage, hommage, à l'ensemble de la saga, hein. C'est un film qui rassemble, heu, beaucoup d'échos, d'allusions à tous les films de la saga, y compris Prometheus. Mais j'ai 2 énormes réserves qui, qu'on évoquera ensemble et qui m'ont un peu gâché le spectacle. Donc mi-figue, mi-raisin. Ok, bah écoute, c'est très clair. Damien? Bah écoute, moi c'est un petit peu pareil. Je suis pas déçu. J'ai passé un bon moment, mais j'ai quand même quelques réserves parce que le film fait beaucoup de références au reste de la saga et ça m'a beaucoup gêné. Globalement, j'ai quand même passé un très bon moment. Je trouve que c'est très fun, c'était très risqué de venir insérer un film entre Alien et Aliens, et je trouve quand même que ouais, il s'en sort bien, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Ok, très bien. Donc toi aussi, satisfait, mais finalement pas non plus hyper conquis, quoi, si j'ai bien compris. Il manquait pas grand-chose pour en faire un film, j'ai envie de dire presque parfait dans la saga Ah Alien, ouais, ok. mais ouais, ouais. Mais le problème, c'est ces références qui sont bien trop nombreuses et qui, du coup, je trouve, empêchent le film d'avoir sa propre personnalité. Tu vois? On a l'impression qu'il c'est pas, voilà, c'est un petit peu d'Alien, un petit peu d'Aliens, un petit peu du 3, un petit peu du 4, et tout ça mélangé comme tu l'as dit précédemment, une sorte de mash-up de tout ce qu'on a déjà vu avant, donc est-ce que c'était bien intéressant de faire ça? Moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment ancré dans son époque. Pour moi, c'est un remaster de séquences des 4 premiers épisodes. Plein de références, trop de références dans le récit. Alors moi, je l'ai vu en 4DX, hein, les potes. Je l'ai vu en 4DX, 22 balles 60 la place, hein, 4 fois sans frais. Ça fait mal, hein. Je me suis dit, j'ai pas envie de mec relou à côté de moi parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas de chance du tout. À chaque fois, il y a un mec qui me tape, tu sais, derrière le siège, là, qui m'envoie des coups. Pas systématiquement, mais voilà. Et là, je me suis dit, allez, on va se faire le 4DX. Comme moi, je serai tranquille. Bon, il s'est passé aussi deux, trois trucs.
pas trop raconter ma life, mais globalement, ça s'est bien passé. Grosse inspiration des jeux vidéo aussi dans certains plans, notamment, j'ai noté. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, vraiment, qui est dans son époque. Et moi, j'ai trouvé ça très divertissant, du grand spectacle, sous réserve, attention, sous réserve, que si tu connais pas l'univers. Je pense que si tu connais pas l'univers, tu es un petit jeune qui vient et puis qui s'est fait hyper par les différents trailers et puis ne serait-ce que même le prestige et la renommée de la saga, de la franchise. Je pense que tu t'en prends plein les yeux. Sur ce principe-là, c'est une réussite. Après, les personnes qui connaissaient la saga, forcément, c'est tout à fait normal qu'ils trouvent le résultat qui soit au-deçà des attentes. Les persos, Fouad, qu'est-ce que tu en as pensé des personnages? Les personnages, alors globalement, alors, effectivement, comme le disait Damien, c'est un film qui raccroche les wagons avec le premier Alien, hein, puisqu'il se situe après le premier Alien. D'ailleurs, tu l'avais prévu, hein, Damien. Ton analyse de la bande-annonce était 100% correcte, hein. D'ailleurs, pendant la séance, je me suis dit, ah ouais, Damien, check, ça, check. Ah ouais, il l'avait dit. J'ai même dit qu'il y avait le Narcissus et il y est, le Narcissus, hein. C'est quoi le Narcissus, pardon? C'est quoi le narcissisme, pardon? C'est quoi? C'est le vaisseau dans lequel se trouve Ripley Ah, ok. Ah, et d'accord. à la fin du 1 et donc c'est dans celui-ci qu'elle est retrouvée dans le 2 et ce vaisseau est dans Romulus. On le voit au bout d'un couloir, en fait, à la verticale et donc on sait que D'accord. Ripley est quelque part, sur le vaisseau pendant tous les événements de Romulus. D'accord, ça m'avait échappé. Ah ouais, le Narcissus, Romulus, Rémus. Pardon. Et donc, effectivement, on sent dans le film cette volonté de raccrocher les wagons avec le premier volet de Ridley Scott, surtout que Ridley Scott est producteur sur ce projet-là, donc on peut présumer qu'il a eu, voilà, que son ombre a plané sur les épaules de Fede Alvarez. On sent que avec ce petit groupe de personnages, ils veulent reconstituer un petit peu l'alchimie, la dynamique qu'il y avait dans le premier film. Donc ça, c'est une volonté qui est noble, je veux dire, voilà, Bien sûr. on sent que le film veut aussi faire un pas de côté par rapport à Prometheus et Covenant, hein, qui sont des digressions, hein, qui, pour moi, n'ont rien à voir avec les 4 premiers films du canon Alien. Donc, ça, c'est ce que j'ai apprécié de prime abord. Ensuite, pour rentrer dans les personnages, donc, ils sont plus jeunes. Et ça, Damien l'avait expliqué pourquoi. Et donc, c'est confirmé par le film. À l'inverse du Alien de Ridley Scott, l'alchimie entre les personnages ne fonctionne pas. C'est très inégal, c'est très brinque-ballant. Les personnages sont très inégalement écrits, je trouve. Euh, Beaucoup de personnages fonctionnent, hein, donc je sauve les 2 personnages principaux, c'est-à-dire Kylie Spaeny et le droïde, qui est incarné par un acteur que je découvre et que je trouve formidable, qui s'appelle David Johnson. Je trouve que le duo entre les deux fonctionne bien et renouvelle habilement la dynamique relation entre un humain et un droïde, hein, puisqu'il y a vraiment de l'affection entre ces deux-là, hein. Donc Calice Payne, son papa, a programmé, avant de mourir, il a reprogrammé un droïde pour aider sa fille. Donc ce droïde, incarné par David Johnson, est un peu son grand frère, d'une certaine manière, ou plutôt petit frère, parce que il est un peu déficient, ce droïde. Et ça, je trouve que c'était une bonne idée. C'est une bonne idée pour renouveler un petit peu la dynamique de ce type de personnage, puisque le droïde est une figure récurrente de la saga Alien. Ça m'a plu. D'ailleurs, la première scène m'a beaucoup plu. On est dans une scène de repas. Ça m'a beaucoup touché, cette dynamique entre ces 2 personnages. Les autres, pour moi, sont plus des personnages fonction. La Jennifer Lopez miniature, la Isabella Merced, bon, voilà, on sait à quoi elle sert. Voilà, hein. Ensuite, il y a le personnage incarné par Aline Wu. Voilà, elle est là pour mourir et pour accoucher du premier Alien, etc., etc. Navarro. Pas très intéressant ces personnages unidimensionnellement. Enfin, ce sont des personnages à une dimension. Et ma première réserve, c'est que, on va le dire, le film veut tellement raccrocher avec Alien qu'il va rappeler un personnage, il va ressusciter un personnage d'Alien, à savoir le personnage de Ian Holm. Donc le droïde Ian Holm, Il s'appelle H au départ, ouais. c'est H, et ils vont rechercher H. Et là, j'ai eu mon premier oh, Mais là, il ok. s'appelle Rook, apparemment. C'est pas le même, en fait. Ah, c'est pas le même. Ah, Non. d'accord. Ok. Parce qu'ils Ouais, ils sont en série. Ils sont Ah, faits en série. ok. Mais n'empêche Et là, c'est Rook. qu'il rappelle Ian Holm. Là, c'est la première grosse réserve que j'ai.
avec Romulus, c'est que ce personnage, en plus, ses premiers plans sont assez habiles, hein. Il est éclairé très habilement, il est un peu dans la pénombre. Et là, je me suis dit, ah, bon, allez, bon, allez, passons, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, à la moitié du film, il apparaît en full frontal, pleine lumière, et c'est un personnage en plus qui est actif. Il a un rôle, hein, il est initiateur d'événements. Il a un vrai rôle, Rook. J'ai vraiment un problème. J'ai de l'ordre du problème moral avec ce genre de démarche. C'est-à-dire ressusciter un acteur qui est décédé. Penser que, enfin, nous demander, nous public, qu'on doit croire que c'est Ian Holm, pour moi, ça marche pas. Il l'aurait éclairé comme dans ses premiers plans, c'est-à-dire un peu en pénombre, un peu en clair-obscur, pour juste fournir ce qu'il faut, juste en montrer ce qu'il faut sans trop en montrer non plus, etc. Je me serais dit, ok, pourquoi pas, allez, passons, pourquoi pas. Mais là, c'est un personnage qui est en pleine lumière, qui a des dialogues, qui joue un rôle, qui a des actions à faire, etc. Et en plus, c'est pas très mal fait. Enfin, c'est pas très bien fait, pardon, je trouve que c'est dégueulasse. Le Moff Tarkin de Rogue One, je trouvais mieux fait pour parler d'un acteur décédé, ressuscité à coup d'images de synthèse. J'ai un vrai problème moral par rapport à ça. Laissons les acteurs morts. Laissons-les tranquilles, quoi. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est pour moi le premier faux pas du film, hein. Voilà pour conclure sur les personnages. Ok. Là, tu l'as pas précisé, mais on est quand même aussi sur un contexte prolétaire, puisqu'on est sur une exploitation ouvrière de la jeunesse. Là aussi, hein, c'est clairement une référence au premier Alien, puisque là, le personnage principal qui s'appelle Ren est minière. Bon, minière, je la trouve un peu frêle, hein. Je sais pas comment elles sont les mines là sur leur planète, mais des femmes minières dans le nord, justement, en plus, hein, à Lille ou autre. Je pense qu'elles n'avaient pas les mêmes mains et tu vois, et puis les mêmes dégaines et tout ça. Bon, après, ça reste un film, mais bon, moi, c'est toujours des petites choses comme ça qui me. Quand je pense, j'entends minière et je vois le gabarit et puis même le côté très très clean, tu vois, du personnage. J'ai toujours un petit peu du mal à y croire. Moi, j'aurais bien aimé voir ces personnages avant, un peu dans leur backstory, les voir un peu dans leur contexte de vie, savoir vraiment comment la difficulté, la dureté des épreuves qu'ils vivent au quotidien. C'est des jeunes qui veulent s'extraire de leurs conditions, mais c'est juste raconté et on ne le voit pas forcément. Et ça, c'est problématique parce que bah, moi, les autres persos, à part ce que tu disais, Andy l'androïde, parce que forcément, comme il se fait bully, l'interprétation qui est vraiment très plus que correcte de l'acteur principal, notamment quand il va jouer après les deux types d'androïdes, là, avec la mise à jour de la puce. Mais c'est vrai que les autres persos qui meurent, pour moi, ça reste un peu anecdotique, quoi. Tyler et puis je sais plus qui, si je regarde pas Wikipédia, je me souviens même pas de leur blase, tu vois. Après, l'héroïne principale, moi, je suis désolé, hein, c'est mon point de vue. Je la trouve un peu insipide, je suis peut-être un peu dur, mais je sais pas, elle m'inspire pas grand-chose en termes d'expression du visage et tout. Peut-être que je suis resté un peu bloqué, moi, dans les années 90, tu vois. Je repense à une Denise Richards dans Starship Troopers. Je sais pas, ça le dégage quelque chose. Ne serait-ce Hmm. que tu mettrais même. Enfin, je trouve que personnellement, aujourd'hui, c'est rare que je découvre une jeune héroïne, parle même du faciès, hein, de la morphologie, qui a une morphologie vraiment très singulière et qui est expressive et qui dégage quelque chose. Et je trouve que avant, bah, tu avais beaucoup plus de jeunes comédiennes comme ça qui avaient vraiment une singularité. Je pense à Neve Campbell, je pense à Katie Holmes. Tu mets Neve Campbell dans ce rôle-là. Je sais pas, je trouve que tout de suite, même sans parler de Scream, tu vois, ou même Katie Holmes, il y avait un visage, il y avait une singularité, il y avait quelque chose qu'aujourd'hui je retrouve plus trop en fait. Et d'ailleurs, il y a plein de sagas où bah, justement qui étaient menées par des personnages principaux, des protagonistes masculins, et aujourd'hui c'est devenu des personnages féminins. Je pense par exemple à bah, forcément à Star Wars. On peut parler du préquel de The Thing, Predator, Terminator avec bah, la chef des résistantes, puisque voilà, John Connor est mort. Donc maintenant, voilà, on a remplacé pas mal de personnages masculins de l'époque par des personnages féminins. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, ce que j'aurais trouvé malin et un peu couillu, pour tout dire, c'est que comme là, on est sur une saga avec un personnage féminin, pourquoi ne s'être pas dit, bah tiens, on va mettre un personnage masculin en tant que héros, personnage principal, un peu comme aujourd'hui, tu vois, on va switcher comme on a fait avec les autres sagas. Ça aurait été intéressant de se dire, mais quoi, qu'est-ce que ça peut donner un personnage masculin
en tant que protagoniste, 1 du film, en tant que héros principal, tu vois? On n'a jamais vu ça. Par contre, j'ai l'impression que ça marche que dans un sens et pas dans l'autre et ça, j'ai trouvé que c'était dommage. Après, peut-être que Fede Alvarez y a pensé, peut-être que forcément les producteurs étaient pas d'accord parce que voilà, maintenant, il faut respecter aussi un certain cahier des charges peut-être. Mais, tu vois, ça, j'aurais trouvé, un choix, audacieux de pouvoir, projeter en se disant: «Bah, moi, j'ai mon style, moi, je mets en avant des jeunes et là, je vais mettre, un personnage, principal en tant que la legacy, en fait, tu vois? L'héritage, en fait, d'Ellen Ripley, bah, moi, je vais mettre un mec». J'aurais trouvé ça hyper intéressant. Après, Andy l'androïde, oui, comme tu dis, voilà, ça fait le job, mais comme les autres sont pas ouf non plus, forcément, c'est lui qui ressort. Après, oui, il a quelque chose, c'est un acteur charismatique, il dégage quelque chose et tout. Il a un truc, ce mec, hein, je trouve, hein, ouais. Voilà, je veux dire, si tu as un cast avec, que des gens qui sont hyper charismatiques et super forts, forcément, ça va ressortir. Après, on parlera tout à l'heure du scénario avec les millions de fan service là. Parce que là, je me rappelle d'un perso dans Alien 2, tu sais, qui allume un cigare, qui est un responsable et ils ont fait la même chose avec un des jeunes là aussi pareil. Il a fait allumer un cigare avec la puissance du jet de la vitesse du vaisseau. Enfin voilà, après on rentrera un peu plus là-dedans. Voilà mes retours sur les personnages, pas fan de ouf, non plus. Après, ça c'est comme du popcorn quoi, ça se mange. Et le droïde et le fait qu'il rappelle Ian Holm, qu'est-ce que t'en as pensé, ça, Jamel? Je partage complètement ton avis. Ouais, J'ai trouvé le deepfake, infect. Vraiment, ça m'a sorti du c'est film. dégueulasse, hein. C'est Ouais. vraiment dégueulasse, surtout Mhm. qu'on en parlera aussi au niveau des designs et direction artistique. Ils avaient vraiment misé sur, toute la partie, effets pratiques, practical et là, je me suis dit: «Mais pourquoi vous avez fait ça, en fait?» Parce que voilà, moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça, comme tu dis, dégueulasse, vraiment infect, surtout qu'on le voit à pas mal de reprises, on le voit dans les moniteurs, on le voit devant. J'ai pas aimé. Après le côté éthique, dont tu parlais là, je comprends. Après, sûrement, il doit avoir des autorisations de sa famille ou bien c'est vraiment il se mue en tant que personnage de Ash et Hook, enfin, tu vois? Mais effectivement, ça va poser des questions aussi, d'ordre éthique et de se dire: «Est-ce que, comment on peut vraiment, autoriser ce genre de choses?» Est-ce que le gars avait déjà, donné son accord peut-être avant sa mort? C'est possible, on ne sait pas, j'en sais rien. Sa famille est créditée au générique. Donc, ils ont eu l'autorisation de ses ayants droit, hein, ses héritiers, qui ont vraisemblablement touché un billet au passage, hein. Moi, j'ai un vrai problème moral avec ça. C'est Robert Zemeckis qui disait un jour: «On va arriver un jour où on pourra faire tourner Harrison Ford dans plein d'Indiana Jones à volonté». Parce qu'on va pouvoir, il pourra rester jeune, à vie et on pourra ressusciter, James Dean et cetera. Bah, là, on y est là, on y est. Mais, Zemeckis a fait de la télévision. Il a réalisé un épisode des Contes de la Crypte, notamment. Ah, moi, grand fan des Contes de la Crypte, je suis donc ouais, ouais. Ah, bah, tu vois, son épisode You Murderer de la saison 5, c'est un épisode tourné en POV, hein, point of view. Il en a tourné 2, hein, parce qu'il a tourné aussi avec celui avec, Il en a fait 3. il en a fait 3. Il en a fait celui avec, Kirk Douglas. non, non, aussi celui avec, le Père Noël là, tu sais, Mère Oui, Larry adultère là. Drake, Larry Drake, ouais, ouais. Celui-là, il est excellent. All Through the House, ouais, il est super. Il Ouais, en a ouais. fait un avec Kirk Douglas et le troisième, Oui, Cœur de c'est glace, il est bien aussi, ouais. et il en a fait un donc avec Humphrey Bogart et donc c'est un personnage en POV Oui, on et le voit c'est jamais. censé C'est être ça. Humphrey Bogart. On le Oui, voit oui. juste à travers des Ah, reflets. c'est ça, exactement, Des ouais. reflets, des miroirs. C'est un épisode extrêmement Ah oui, oui, je ambitieux. me souviens de ça, ouais. Mais il y a un hic, il y a un twist. C'est que ce n'est pas Humphrey Bogart en tant que tel dans cet épisode. Il s'agit d'un malfrat, d'un mafieux qui, pour échapper à la police, se fait faire une opération de chirurgie esthétique pour ressembler à Humphrey Bogart. Ah oui, toute Il la est là le nuance est là. twist, Ah tu bah vois. Donc oui, là, c'est clair. là, il y a quand même une espèce de barrière, quoi. Voilà, il y a quand même une distance. Je comprends, je vois ce que Euh, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Là, non, full frontal. Ian Holm est toujours vivant et on vous demande de le croire. Voilà, je ferme la parenthèse. Damien, on t'écoute pour les personnages? Oh bah, écoute, je pense que vous avez, un petit peu tout dit sur les personnages. C'est vrai que moi, les seuls qui vont vraiment me rester en tête, c'est Andy l'androïde et puis Rain. Même si Rain, effectivement, on essaie de nous la faire passer un petit peu pour Ouais. voilà, l'héritage de Ripley, mais ça fonctionne quand même pas beaucoup. Les autres, je t'avoue que c'est vraiment, très anecdotique, hein, je crois que C'est c'est ça. Tyler, Kay, Ouais. ça m'a fait penser au personnage de
de l'autre film de Alvarez qui était, Don't Breathe. Ça me faisait penser un peu à ce genre de personnage, tu vois? Surtout Tyler, là, il ressemble au à un des personnages de Don't Breathe. Puis on s'en fout d'eux, en fait. Voilà, c'est secondaire. Mmh. Exactement. J'ai Ouais, l'impression c'est qu'on très n'était pas là juste. pour ces personnages, on était plus là pour voir justement le xénomorphe, pour en Ouais. savoir plus sur le lore de Alien que de vraiment s'intéresser à ces personnages. Même si je trouve que Andy est quand même plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai noté, alors je sais pas si vous aviez vu cette série qui avait été également produite par, Ridley Scott, qui s'appelait Raised by Wolves. Alors j'en ai entendu parler, on en dit beaucoup de bien de cette série. Et alors, il y a des liens qui sont C'est quand même comment? très Ouais, intéressants parce que dans cette série, tu avais un espèce d'humain, mi-humain, mi-androïde qui racontait des blagues exactement comme Andy dans le film. d'accord, Et j'ai vraiment d'accord. l'impression qu'en fait, Ridley Scott a une vision comme ça d'un univers extrêmement large dans lequel, bah, l'univers de cette série, l'univers de Blade Runner, l'univers d'Alien se mélangent. J'ai vraiment l'impression qu'il a fait un univers étendu à lui, mais sans vraiment, le Mmh. rendre officiel en fait. Ouais, C'est à travers plusieurs supports, ouais, plusieurs histoires différentes, ouais, ouais. Ça m'étonnerait pas de Ridley Scott, effectivement. Et par rapport au Sigourney Weaver Legacy, hein, dont vous parliez, messieurs, moi, il y a une nana que j'aurais bien vue, c'est Mary-Elizabeth Winstead. Vous voyez qui c'est? Et je trouve qu'elle a un truc, elle a un peu à la Sigourney Weaver. Vous l'avez vu, le film d'Edgar Wright, adapté d'un manga là? Elle était dans Ten Cloverfield Lane. Exactement, elle est dans Cloverfield Lane, elle est dans le Tarantino, c'est la cheerleader dans, Death Proof. Ouais, OK, je regarde des photos, effectivement, hein. Elle a quelque chose, elle, hein. Même son visage ovale, tu vois? Un peu comme Sigourney Weaver, ouais. Ouais, tout à fait, et je me souviens m'être fait la réflexion: «Putain, cette nana, je la verrais bien en héritière, si je puis dire, je la verrais bien dans un Alien movie, quoi». Elle était dans The Thing, hein. Et oui, c'est vrai. Ah, c'était elle, l'héroïne principale? Bah, voilà. Bah, tu vois, ça m'avait pas posé de problème, quand j'ai vu le préquel de The Thing, j'ai pas dit: «Ouais, la meuf, elle est claquée», un truc comme ça. J'ai dit Elle a la carrure, elle a le charisme pour ce type de rôle. Je l'aurais bien vue là, tu vois? après, elle est née en 84, hein. La sœur, elle a 39 ans, 40 ans, tu vois? Bon, après, bon, elle fait jeune, mais si vraiment ils sont sur, un truc, un peu, jeune adulte, 25-26 ans. Oui, s'il faut faire des suites, Et tu vois, peut-être qu'elle va dégager quelque chose dans son visage, une espèce de dureté. On dira: «Oh, elle a pas 24 piges elle», tu vois? Parce qu'elle a déjà 39 ans là, de ce que je vois. mais moi j'ai eu peur qu'ils nous ressortent Sigourney Weaver. Putain, elle était déjà dans Destination Finale 3 et tout. Incroyable. Scott Pilgrim et tout aussi. OK. Voilà, Scott Pilgrim. Voilà, c'est le film d'Edgar Wright, qui est excellent d'ailleurs. Bon, on se rejoint assez sur les personnages, hein, globalement, hein. En fait, Rain là, la comédienne, en fait, à la base, c'est une chanteuse. Ah, elle est chanteuse, Kylie Spaeny là, ouais. Celle que tu as citée là, Kane aussi, elle est chanteuse aussi à la base. Isabella Merced, ouais, d'accord. Ouais, avant les comédiennes, enfin, je sais pas, c'était le conservatoire, l'art dramatique, ils faisaient des séries et puis après des soap opéras et autres et puis après, tu avais la chance de passer, sur grand écran. Maintenant, tu as plein de chanteuses, qui se reconvertissent, dans l'acting. Comment elle s'appelle, la meuf qui est super connue là, qui a fait plein de films, la chanteuse là, je suis désolé des fois vous allez dire, vous connaissez, hein, non, qui joue dans le nouveau Joker là, qui a fait plein de films et tout, Lady Gaga? ouais voilà. C'est vrai. Mmh. Mais tu vois, ça, je pense que c'est un truc Ouais. vraiment de studio parce qu'ils doivent se dire: «Allez, si on la prend elle, on va attirer toute la fanbase de cette Exactement, chanteuse bien au vu. C'est cinéma», ça, tu vois? Ouais, j'y ai pas pensé mais exactement. c'est Et ça, pour moi, hein. on en est là, hein. Mais c'est ça, hein, c'est exact, tu raison, hein. Alors on passe au design, direction artistique. On va commencer par Damien cette fois. Damien, qu'est-ce que tu as pensé, voilà, de la direction artistique, du design, du film? Voilà, ça comprend bien sûr, le design du monstre, tout ça, des monstres et tout, J'ai trouvé que c'était très réussi OK. parce qu'effectivement, il y a eu un gros travail pour essayer de coller au visuel de Alien 1. Il y a même quelque chose sur la pellicule, je trouve, qui fait un peu, nu argentique. On a l'impression qu'il y a un peu de grain comme ça. Il y avait OK. vraiment une volonté de coller un peu à ça. Et puis même, au niveau des appareils, rétrofuturistes, voilà, quand on a vu les 1ers films, on s'y retrouve. J'ai trouvé, ouais, qu'il y avait vraiment eu un gros, gros boulot sur le design, sur l'image, et ça m'a bien plu, ouais. Génial. C'est très Mmh. sympathique. Et pour la créature, alors évidemment, on a droit à des facehuggers qui sont complètement différents de ceux que l'on a pu voir auparavant. Ils sont, heu, ils sont beaucoup plus gros, ils ont même une couleur qui est différente, donc on voit bien qu'on est face à des facehuggers qui ont été créés là en laboratoire,
On n'est pas du tout sur ceux qu'on avait vus, dans les films précédents. Pour ce qui est des Xenos, alors, il y a une tentative de coller, je trouve, un peu au film, d'origine, mais en même temps, ils sont un peu différents également. J'avoue que sur ça, il faudrait vraiment que je revoie encore le film pour vraiment bien les différencier. Mais globalement, ouais, visuellement, j'ai trouvé que le film était une claque, incroyable, quoi. Et Fede Alvarez, de toute façon, on est un peu habitué, hein, même son Evil Dead, en 2013 était déjà, visuellement Mmh. fou. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on Mmh. a vraiment l'impression qu'Alvarez y a mis un petit peu sa patte, comment dire? De de démoniaque, en fait. Que les Xénos, c'est des démons. À certains moments, on se croirait dans le film avec, Sam Neill. Ah, j'ai oublié le nom, mince, comment il s'appelle? Qui était réalisé par, Anderson. Ah oui, Event Horizon. Ouais. Exactement. Ah, c'est pas faux ça. Il y a des sons en arrière-plan comme ça, on a Ouais. l'impression qu'il y a comme un chœur, il y a avec des musiques qui font très, ouais, un peu démoniaque. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce film. C'est très étrange, c'est la première fois qu'on voit ça dans un film Alien, je trouve, avec des plans comme ça de ces couloirs vides, ouais, on a l'impression qu'il y a vraiment une entité qui rôde là-dedans, mais pas de l'ordre, de l'entité biologique façon Xeno, non. Il y avait vraiment la patte, je trouve, Alvarez là-dedans qui était, assez novatrice pour le coup sur une saga comme Alien. Fouad? Ouais, c'est un film qui est très véloce, hein, qui est véloce, qui est très rythmé, très efficace, hein, là-dessus vraiment, c'est très haletant, là-dessus c'est très réussi. Par rapport aux créatures, effectivement, je rejoins Damien, hein, il y a des plans, tu as l'impression qu'ils sont tirés de Alien 1. Hein, qui est au niveau de l'éclairage, au niveau de la manière, de l'angle sous lequel est filmée la créature, on sent une volonté de raccorder à Alien 1. Je trouve que c'est très réussi, en même temps que tu sens que les créatures, elles ont bénéficié des progrès de la technologie. Hein. On a des créatures beaucoup plus fluides en termes de mouvement. Je pense notamment à l'animation de la tête, hein, et de ce fameux C cette fameuse mâchoire avec une petite ma des dents qui sortent de l'intérieur et cetera. Ça, c'est très bien fait. À défaut d'avoir une personnalité vraiment distincte des autres films, je trouve la créature beaucoup plus fluide dans ses mouvements, hein. C'est comme si on était devant un Alien 1 amélioré, hein, au niveau des Ça créatures. s'appelle un remaster, ce que je disais tout à l'heure. Ah, c'est un remaster, C'est tout un à fait. remaster, HD, tu vois, 4K. C'est des meilleures scènes, en fait, des meilleures scènes, en gros, c'est ça, ouais. Et je fais exprès, hein, d'utiliser ce terme remaster parce que c'est un terme qui est affilié aux jeux vidéo. Ah, je connaissais pas le terme. Ah, OK. Beaucoup, beaucoup de plans aussi, et puis même dans le scénario, on y viendra juste après. Pardon, excuse-moi de t'avoir Non, coupé. non, mais je t'en prie, hein. Ensuite, même si on n'y est pas très longtemps, j'ai beaucoup aimé donc la cité minière, hein, l'environnement urbain, un peu voilà, crypto-futuriste, un peu déprimant, qui élargit un peu l'univers d'Alien. Et j'ai bien aimé cette première séquence-là, toute cette première séquence où on voit un semblant de, voilà, on voit un peu l'organisation de la vie, euh, la dureté du quotidien, le travail sur les accessoires, les costumes, les décors. Ça, j'ai été très sensible à ça. Et le design du vaisseau, je le trouve très stylé. Et cette couronne planétaire, là, cet anneau qui entoure une planète, hein, puis tout l'enjeu du film, c'est voilà, c'est bah, le vaisseau dans lequel ils sont va se cracher sur cet anneau. Voilà, tout ce design-là est très très bien fait, je trouve. Effectivement, le film bénéficie à plein, hein, des progrès de la technique, mais on sent pas trop le full CGI non plus, hein. C'est ce que tu disais, Damien, je crois. Un hommage très appuyé au premier film, une volonté d'améliorer la technique des effets spéciaux, c'est une évidence, tout en gardant un cachet ancien, une patine à l'ancienne, si je puis dire. Ça, je trouve que c'est très réussi. Je trouve qu'effectivement, il y a un mélange excellent entre le practical et puis les CGI, les plans très larges. Je trouvais ça mais vraiment magistralement sublime, c'était vraiment magnifique. Les anneaux des planètes aussi, alors franchement, c'est quelque chose d'absolument grandiose. Et je crois que c'est Damien qui parlait des facehuggers. Je trouve qu'ils sont vraiment bien mis en avant, même s'ils sont différents parce qu'ils sont conçus en laboratoire. Mais j'ai trouvé leur design très intéressant. C'est un film ancré dans son époque.
c'est les facehuggers de la génération TikTok. C'est la durée d'une simulation, c'est la vitesse d'une story Insta. Il faut aller vite. Ouais. Du monde d'aujourd'hui où tout va très vite. Mais voilà, non, franchement, vraiment, le boulot est fait. Pour moi, c'est la direction artistique, le design, c'est vraiment le gros point fort. Comme tu disais sur le xénomorphe, tu as vraiment l'impression que c'est un alien voilà, remasterisé, vraiment super bien fait. Cette partie-là, pour moi, c'est vraiment le point très très fort du film. Et comme tu disais, bah, c'est normal parce qu'il bénéficie des progrès techniques. Bah, finalement, à l'époque, les scénarios étaient bien meilleurs, les artistes, les techniciens, qui aujourd'hui permettent justement de rééquilibrer et de compenser un peu les manques de créativité au niveau scénaristique. Et je voudrais juste terminer sur cette partie-là en évoquant le sound design que j'ai trouvé vraiment magistral. Ne serait-ce que les facehuggers, quand ils sautent au visage, c'est assez impressionnant, même leur déplacement, tout ce travail de sound design. Voilà, faut vraiment saluer tout ce boulot-là. On passe au scénario, les amis. C'est parti. Fouad. Souvent, les aliens, c'est quoi? C'est des personnages qui sont dans des couloirs avec des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Ça, c'est Resident Evil, non? C'est beaucoup ça, hein, les aliens, hein. Voilà, on est dans un lieu clos, avec des personnages c'est un peu une dynamique de jeu vidéo, hein, par moment, hein. C'est ça. Et ils doivent bon, c'est très simple, hein, voilà, les jeunes veulent fuir, la planète minière pour se diriger vers une autre planète où, la vie sera, pense-t-il, beaucoup plus, où ils pourront être libres, hein. Parce qu'ils fuient en fait, ils fuient la colonie minière, hein. Ce sont des renégats. Ils vont dans la planète Ivaga, un nom bizarre comme ça. C'est ça, Ivaga, ouais, et parce que normalement, ils doivent encore trimer, 10 ans pour la compagnie, en fait, et donc ils ne l'acceptent pas, donc ils fuient en pensant, échapper à la vigilance de la compagnie. C'est une fuite, hein, le film, hein, donc mais qui se passe pas comme prévu. Alors les personnages, hein, je vais pas me répéter, je trouve qu'ils sont écrits sur un post-it, sont très inintéressants. Je veux dire, il y avait Yaphet Kotto, Harry Dean Stanton, Veronica Cartwright, Sigourney Weaver, John Hurt, quoi. Putain, il y avait du lourd, quoi, dans le premier Alien de Ridley Scott. Heu, J'aimais beaucoup dans le Ridley Scott les scènes où ils sont autour de la table, ils parlent de leurs acquis sociaux, tu sais, ils parlent de leurs primes. «Ouais, la compagnie, elle nous a pas versé de bonus, c'est quoi ce bordel?» On était tout de suite ancrés dans cet univers. Il y avait une réalité, quoi. Il y avait un côté même drame social, un peu, pour un peu exagérer. Là, on a une bande d'ados qui doivent fuir, quoi, voilà, ils doivent fuir. Certains ont des comportements, assez ridicules, je trouve, incompréhensibles, notamment Isabella Merced. Elle est enceinte et elle se met en danger, de manière totalement inconsidérée. Elle a pas le comportement d'une femme enceinte. Enfin voilà, des comportements incompréhensibles de la part de beaucoup de personnages. J'ai pas été captivé par le scénario et je trouve que le final, en plus, est un peu à rallonge, hein. Il y a 3 finales en un, je trouve. Il ressent le besoin de rajouter encore un truc et encore un truc. Donc, le plus faible scénario de l'ensemble des Alien Movies, hein, j'exclus les AVP, hein, dans le lot, hein. Ok. Damien, que tu as à dire de la partie scénaristique, le récit? Bah, c'est vrai que c'était quand même très simpliste. Ça apporte pas grand-chose, en fait, à cet univers, si ce n'est, quelques questions, concernant la l'huile noire, qu'on avait vu donc dans Prometheus et Covenant. C'est vrai que là, on nous la ramène, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont du mal à coller, en fait, avec le reste de la saga, notamment le fait de savoir que, bah, que fait ce vaisseau, là, dans l'espace, perdu, tu te dis que si la Weyland avait fait autant d'expériences, dessus et quand tu connais, en fait, combien ils veulent, avoir le xénomorphe pour, justement, bah, faire des expériences et les recréer et cetera. Là, tu te dis: «Ils ont un vaisseau qui dérive dans l'espace, qui est rempli de matos, rempli de créatures, mais personne n'est allé le chercher depuis tout ce temps», tu vois? Il y a que et une bande de jeunes est capable de monter dessus, de l'explorer, sans aucun problème. Tu vois, ça m'a posé problème, en fait. Hmm. C'est trop Hmm. facile. Ouais, ouais, le scénario, il est laissé à l'abandon, hein, à l'image du Romulus, quoi. C'est Hmm. ça.
Mais c'est vrai que quand, les jeunes démarrent en fait depuis, Jackson Star, donc qui est le nom de la colonie et qui partent pour aller donc sur le vaisseau où se trouvent Rémus et Romulus, on a un type, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, on voit un mec qui est en train de fumer, vu de dos et qui regarde le vaisseau s'envoler. Et moi, vraiment, je suis en train de me questionner, de me demander si on peut pas échafauder des théories à nouveau, Oui, sur le fait que les jeunes soient envoyés là de façon, voilà, totalement, consciente. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils vont trouver là-haut et que ce plan, on ne sait pas trop par qui il l'a obtenu au final, n'était qu'un coup monté pour justement emmener ces gens là-dessus. oui, c'est très juste, ça me revient effectivement. Il y a ce plan d'un gars là qui regarde le vaisseau partir, hein, effectivement. Et tu dis, mais c'est qui ce gars? Est-ce qu'il va réintervenir dans l'histoire? Et ouais, c'est très juste, ouais. Et encore une fois, moi j'ai l'impression que, dans Romulus, ça copie encore une fois Alien 1, puisque c'est vrai que dans Mhm. Alien 1, c'est pareil. Le questionnement, c'était: est-ce que la Weyland savait où elle emmenait le Nostromo? Est-ce que le signal qui a été capté, est-ce qu'il les envoie là sciemment, en sachant très bien ce qui va se passer? L'androïde, qui en plus remplace un humain au dernier moment, sur le Mm. vol retour, on se dit: «Pourquoi?» Donc, j'ai l'impression que dans Romulus, il fait la même chose. Donc ouais, Romulus, c'est vraiment un copier-coller de Alien 1 et puis de plein d'autres éléments en fait de tous les autres films Alien, avec des petites choses, qui sont très intéressantes, mais bon, je sais pas, c'est compliqué en fait. Le film est fun à regarder, c'est vraiment fun à voir. Je pense que c'est un très bon film pour quelqu'un qui ne connaît pas la saga Alien et Voilà. qui le voit pour la première fois. Oui, Voilà, ouais, il c'est a, vrai. comme tu l'as dit, Mm. un best-of de toutes les meilleures scènes de la saga. On te met, voilà, des Xeno, des facehuggers, c'est top. Mais c'est vrai que si tu connais vraiment bien le reste des films, ah, ça pêche un peu sur certains points quand même. Il y a des choses qui collent pas. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais j'ai l'impression que c'est un scénario rédigé par une IA, quoi. Ils ont mis dans un mixeur ChatGPT, tu vois. Bon, bah vas-y, chat, fais-nous, fais-nous un scénario qui mélange ça, ça, ça et ça. Oh, c'est la version payante au moins de ChatGPT. C'est la version premium, gold, tu vois. C'est vrai que c'est tellement flagrant, ce côté patchwork. Le premier Alien, c'était quand même un film d'auteur horrifique. Là, on a affaire à un blockbuster. Comme disait Damien aussi, il doit drainer aussi du public, il doit drainer du monde. Ils essaient de conjuguer un regard, un point de vue avec du fan service, mais en même temps, ils ont aussi des standards forcément respectés par rapport à tous ces blockbusters. C'est pour ça que je pense qu'il y avait eu plein de coupes au niveau du film, j'imagine. Comment tu peux respecter une œuvre d'un auteur avec un point de vue si en plus derrière tu dois faire des entrées maximales? Donc c'est très compliqué et c'est vrai que moi Fede Alvarez, je le connais pas. J'ai pas vu, son Evil Dead. J'ai pas trouvé, une véritable, identité profonde au niveau du scénario. Après en surface, sur certaines choses, bon les personnages, jeunes, comme disait aussi, le sous-texte un petit peu, à la Event Horizon, avec, voilà des prémices un petit peu d'un regard un peu diabolique, ce que disait tout à l'heure Damien. Moi je l'ai pas forcément noté parce que j'ai pas les références, tu vois, de son travail précédent. Il y a un manque d'originalité flagrant, c'est une redite, ça vient piocher dans Alien, beaucoup aussi dans Aliens. Dans Alien 3, j'ai trouve moins de références, peut-être Navarro avec le crâne rasé, le buste là de Rook, qu'on rebranche, Le buste, voilà, c'est ça, moi, c'est ce que je me suis dit. Ouais, ouais. voilà et puis le fameux plan Alien, face à Rain là de profil. Oui, oui. Voilà, après à part ces 3 choses-là, je vois pas, et puis, non, j'allais dire prison à ciel ouvert au départ, mais la prison sur Fiorina, c'est même pas la même chose. Donc, après, ouais, ils ont pris beaucoup, beaucoup sur Aliens avec la fameuse, «Ne la touche pas», ça, oui, ça m'a sorti du film directement quand il a sorti cette réplique-là. Parce que j'ai envie de te dire, à un moment donné, va jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vraiment tu veux le faire, fais un aparté comme au théâtre. Enfin, tu vois, donne tout, quoi. Refais un regard caméra, quitte à nous sortir du film, vas-y à fond, tu vois. Il sort la réplique légendaire de Aliens, et en fait, le xénomorphe, il est déjà mort. Donc, en fait, à qui tu parles en réalité, tu vois? C'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, donc ça, c'est vraiment dommage, ce fan service à outrance. Je trouvais ça vraiment ridicule. Ça sort du film C'est ça, complètement, voilà, ça mais sort du c'est film. vraiment Ouais. pathétique. Pour ça, je te dis, regarde la caméra, fais un aparté. Oui. Tu es au théâtre, en fait, et tu regardes et tu fais un petit, smiley, je sais pas quoi là, emoji, et tu dis: «Ah, vous avez vu les gars, c'est marrant, hein?» Alors par contre, vous pouvez peut-être m'expliquer, j'ai pas compris pourquoi le vaisseau, il s'écrase, il menace de se désintégrer à ce moment-là quand ils sont là-bas, j'ai pas compris, et j'ai pas compris pourquoi il y avait plusieurs xénomorphes. À part,
faire une redite d'Aliens? Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait que Navarro qui s'était fait chestbusterifier, je sais pas comment on dit. Dans ce vaisseau spatial, en fait, ce qui est Ouais, intéressant, en fait, avec ce film, ouais. c'est qu'on apprend que le Xéno, donc du film original, n'est pas mort. Oui, Il a dérivé dans l'espace, il s'est englobé d'une sorte de cocon pour se protéger. c'est C'est ça. Il a ça. été récupéré par la Weyland. Ouais. Là-dessus, en fait, ils ont fait une sorte de rétro-ingénierie, ils ont récupéré les lunes noires, ils sont arrivés à refaire des facehuggers et à partir de là, si tu veux, on apprend après que si tout le monde est mort, c'est parce que ce Xéno a tué tout le monde. Chaque facehugger va recréer des Xénos. Mais si tu veux, le chestburster, là, il y a plus besoin. C'est ça qui est assez intéressant également. C'est-à-dire que les facehuggers qu'on a dans ce film ne sont pas les facehuggers qu'on a vus dans les autres films. C'est-à-dire que ces facehuggers, ils viennent en fait sur leur proie. Ils sont pas obligés de pondre à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est l'humain qui va directement se transformer en œuf, si tu veux. Et de là va naître un chestburster. D'accord. Le chestburster, le truc qui sort après. Oui, ouais, l'espèce de crabe là, ouais. On a un cycle qui est totalement différent, même si on OK. a un Ah, j'avais chestburster pas fait qui sort gaffe là. du qui Mmh. sort de la poitrine de la personne, Mmh. mais on est quand même sur quelque chose de totalement différent. D'ailleurs là-dessus, il y a un bouquin qui est super intéressant à lire qui s'appelle, Alien Cold Forge en fait, qui est un roman et dedans il t'explique justement le cycle de ces aliens-là et je pense, hein, vraiment que Alvarez a été également piocher des infos dans l'univers étendu d'Alien qui, comprend énormément de romans, de C'est de vrai livres ça, de audio et bande cetera. dessinée, Et de jeux vidéo aussi, hein. Parce ouais, que et de là, jeux Et de jeux vidéo, ouais, vidéo avec il y a ouais. Isolation. du Alien Isolation. Moi, je vois du Dead Space. Je vois du Dead Space. Je vois, ouais, non, il y a pas mal de références là-dessus. Ah bah, Ouais. Isolation, on le voit, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Romulus, à chaque fois qu'il va y avoir une attaque de Xéno ou qu'en en fait on va avoir une scène dans lequel les personnages vont se retrouver, attaqués par les créatures, on voit l'espèce de téléphone là, vous savez qu'on avait dans le jeu vidéo qui nous servait à sauvegarder Oui, voilà, ouais, les parties. les Mmh. sauvegardes. Et en fait, OK. dans le film, à chaque fois qu'on part sur une scène comme ça, à chaque fois on voit le téléphone en mode: «Ouais, vous ferez mieux de sauvegarder maintenant», en fait, tu vois? Mmh, J'ai c'est trouvé ça. ça génial, quoi. OK, et pourquoi le vaisseau s'écrase? Et pourquoi il veut se désintégrer maintenant? C'est pourquoi? En fait, justement, je pense que, le vaisseau, il est en pleine dérive, donc il est, Ah, forcément attiré, en fait, par ces anneaux-là. Il OK. a attiré dedans et justement, bah, il va se cracher parce que, bah, il est Parce irrémédiablement, qu'il se crache maintenant, en très fait. libre. Beh, ouais, en fait, c'est ça qui est un petit peu facile C'était aussi pas et c'est hier, pour ça c'était qu'il pas v après, c'était à ce moment-là, ouais. OK. C'est la force de la gravité, exactement. c'est ça, Ouais, hein? ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, voilà. OK. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment une théorie à creuser sur, Ah pourquoi ouais, on pourquoi envoie ces pas? gamins à ce Mmh. moment-là, au moment où le vaisseau va s'écraser et que tout va donc être détruit, à tout jamais. Aller là-dessus pour récupérer ce matos, qui pour eux, leur permet de gagner de l'argent, mais pour peut-être celui qui leur a filé le coup, récupérer le Xéno via Andy, puisque Andy est la seule personne qui ne va pas être, comment dire, contaminée ou tuée pendant l'opération. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument Andy, en fait. Donc pour moi, vraiment, Alvarez joue là-dessus comme ils avaient joué là-dessus avec Alien 1. Mais ça voudrait dire qu'ils sont au courant qu'eux, ils veulent déserter également. Parce que ce que j'ai compris, ils vont sur le vaisseau pour récupérer les batteries, pour pouvoir rester en station de sommeil pendant 9 ans pour aller sur la planète, comme on a dit, la Ivaga. Délibérément, ils auraient tout prémédité. C'est possible, hein, c'est une hypothèse qui se tient, hein. C'est là l'intérêt, je trouve aussi du film Alien, c'est que c'était un film sur lequel on pouvait, passer mais des années et des années à théoriser. Mmh. Le space jockey, est-ce que la Weyland savait où elle emmenait le Nostromo? Je trouvais que Mmh. c'est vraiment ce genre de film où même des décennies après, on est encore là sur des forums à en discuter et cetera. Bah, comme Je The trouve ça Thing. génial et là et comme The Thing, tout à fait et Romulus, je trouve qu'il fait un petit peu la même chose. Là, si on regarde bien, bah, il y a des milliers de questions à se poser. Pourquoi d'ailleurs, à un moment donné, quand, on voit Rook, parler de la matière noire, on voit le vase qu'on voit dans Prometheus. Vous savez, cette espèce de vase qui contient la matière noire? Oui, On le voit oui, apparaître ouais, et là, je me dis: absolument. «Mais comment la Weyland est au courant de ce que transportait de ce que faisaient, en fait, les ingénieurs?» Ça veut dire qu'ils connaissent ça. Mais pourtant dans Alien 2, ils disent ne rien connaître, ils savent même pas que LV-426, il y avait le vaisseau et enfin, il y a plein de choses, je trouve, qui posent question maintenant et ce film-là, au lieu de justement d'en Mmh. donner, bah, ouvre encore plus de questionnements. Après, c'est des films qui ont été faits en one shot, l'un après l'autre. Ils ont pas été faits dans un grand plan, c'est des one shot les aliens, non? Et ensuite, rétrospectivement, ils essayent de donner un semblant de cohérence et de relier les films. Mais à la base, c'est des one shot, quoi. Ouais, mais quand tu regardes le scénario original de Alien 1,
Il Ouais. y a plein de scènes qui n'ont pas été tournées et d'ailleurs Ridley Scott dans certaines interviews, il le dit, il regrette beaucoup de ne pas les avoir incorporées dans le film, final et tu as des scènes dans lequel, en fait, il ne retrouve pas un vaisseau, comme on le voit avec le Space Jockey dedans. Non, en fait, Ouais. c'est une pyramide et dedans, il y a des œufs, tous les prémices, en fait, de Prometheus et Ridley Scott, comme il avait vraiment, été déçu de ne pas avoir, fait la totalité du film, à l'époque, il a fait Prometheus en se basant justement sur toutes les idées qui avaient été écrites dans le scénario de base D'accord. et c'était déjà là, en fait. Tu penses que Prometheus était déjà en germe dans le premier Alien? Parce que le Space Jockey, par exemple, parce que le Space Jockey, c'est vrai que c'est une structure qui est phénoménale, qui est vraiment effrayante, hein. C'est une cré Elle est tout droit sortie de l'enfer, hein, cette sculpture. Kraftien, tu vois? Ouais, très Lovecraftienne, designée par, ce génie de, H.R. Giger. Ce génie diabolique. Ce génie diabolique d'ailleurs, vous avez vu sa tête? Putain, alors, Ah ouais, lui, c'est un vrai ouf, hein. il ressemblait à ses œuvres, hein. Il était fascinant ce monsieur. Il avait un regard de mage comme ça, de sorcier et absolument un génie, hein, très talentueux. Le Space Jockey, voilà, c'est un super design de Giger. Voilà, ils l'ont mis là parce qu'il était magnifique. Sans derrière ça qu'ils aient prévu que, bah, ouais, en fait, le Space Jockey pour moi, Prometheus, c'est un raccrochage de wagon. C'est un truc que Ridley Scott a accouché en se disant: «Bon, voilà, comment je peux relier le Alien avec mes idées à moi?» C'est-à-dire parler de ma vision évolutionniste, hein, en sous-entendant que l'homme descend d'une race extraterrestre, qu'il a été fécondé sur la Terre et cetera. À mon avis, il voulait parler de ça et il s'est dit: «Bon, f comment je peux raccrocher ça à Alien, quoi?» Bon, ça n'engage que moi, hein. Permettez-moi de raccrocher Oui. sur le Romulus, hein, pardon, hein, sur les innovations. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'en ai noté 3. Le scanner rayon X, je trouvais ça vraiment pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui étaient pas, super contents parce qu'il a pas été super exploité, mais je trouve que moi ça me dérange pas parce qu'au contraire, on imagine qu'il a été exploité par la précédente équipe. Du coup, le fait qu'elle l'utilise au départ, fusil de Chekhov, elle le voit: «Ah tiens, à quoi ça sert?» et puis après elle l'utilise pour elle-même. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé au contraire que c'était un outil ingénieux, d'ailleurs il était même dans la bande annonce et qu'au final, voilà, il avait son utilité à un certain moment et puis Ouais, ça ferait après trop, quoi. Ouais. j'ai trouvé, par contre très intéressant également l'état de gestation du cocon. Tu vois? L'étape transitoire là qu'il y avait entre justement la partie, Chestbuster et Xénomorph. Ça, apparemment c'était un peu le chaînon manquant du coup et ça j'ai trouvé ça malin et bah, forcément aussi la mise en scène de avec la notion de gravité. C'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé Super idée et ça, hein. franchement ça c'était ça c'est enfin, comment tu reconnais une idée? C'est que tu dis: «Attends mais bien Fallait y sûr, penser, quoi. Ouais, c'est évident». ouais. Comment on n'y a pas pensé? Forcément, tu vois? Alors à l'époque, c'était compliqué à mettre en image, je pense, de faire jouer la gravité. Mais comme tu disais, avec aujourd'hui les évolutions techniques, voilà, ça permet de mettre en scène, d'une très belle manière, cette notion gravitationnelle. Qu'est-ce que vous avez pensé vous? Peut-être que j'ai oublié d'autres innovations. En tout cas, elles m'ont pas plus marqué que ça. Dites-moi si vous en avez vu d'autres. Ouais et puis ce jeu avec, la gravité, mêlée au sang d'alien. Alors ça, on va en parler juste après, c'est les meilleures D'accord. scènes. Si ça fait partie de tes meilleures scènes, hein. Oui, ouais, effectivement, Mais ouais. voilà, les notions, vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter là-dessus? Alors que je me souvienne. Sinon, Damien, en attendant, si tu as quelque chose, n'hésite pas. Ce que je retiens de ce film, c'est les facehuggers. Les facehuggers Voilà, qui sont OK, imprimés à la chaîne, transportés dans des sortes de petites valisettes là, OK. Oui, on sent vraiment que c'est fabriqué Ouais. pour être des armes de guerre avec la Weyland enfin, là on a enfin on voit ce qu'ils trafiquent en fait en arrière-plan quoi mmh, et ça j'ai trouvé que c'était excellent. Tout le laboratoire, à un moment souvenez-vous, on voit des facehuggers dans une sorte d'aquarium et ils sont comme, ils ont des sortes de seringues à l'intérieur comme Oui, si on leur ouais. injectait un produit. Mais en Mmh, fait, il y a plein de choses qui restent en suspens. Moi je suis là, mais qu'est-ce qu'on leur fait à ces facehuggers? Pourquoi? mmh. Comment? Heu, i voilà, il y a pas de réponse en fait et c'est dommage. Moi j'aimerais tellement savoir ce que fabrique la Weyland peut-être qu'ils les nourrissent tout simplement par en injection? intraveineuse, Ouais, peut-être pourquoi que pas? c'est, Ouais, ou alors qu'ils les Peut-être. boostent, ouais, Les élèves, ils les élèvent. Ouais, c'est le bémol, hein, que je donnerais par rapport à ce film, hein. C'est la volonté encore et encore de tout expliquer, surexpliquer, hem, réétendre l'univers. Enfin, au bout d'un moment, c'est bien de laisser les univers, comment dire? Tranquilles, quoi.
voyez ce que je veux dire? Ça dépend des sensibilités, Fouad. Moi, je comprends, mais tu vois, Damien, par exemple, c'est quelque chose aussi qui l'intéresse, de savoir un peu plus comment les choses sont faites. Enfin, tu vois, de comprendre un peu plus, ça dépend des gens après, tu vois. Ouais, non, mais ça, j'entends bien, hein. La compagnie, on a compris, ça a été suffisamment traité dans les autres films que voilà, ce sont des gros bâtards, quoi. En gros, ils sont là pour euh, weaponiser, hein, transformer l'alien en arme, etc. Et rentrer plus dans voilà. Après, voilà, comme tu dis, chacun sa sensibilité. Moi, juste donner trop de réponses, au bout d'un moment, on tue le mystère. Mais c'était juste que moi, je partage ton avis, hein, mais je me mets aussi à la place des personnes qui aiment savoir et tout, parce que c'est vrai qu'en attendant, avant cela, on entendait surtout justement les personnes qui représentaient la Wayland dire on va les utiliser comme ça, on va faire ci, même dans Alien 3, tu te souviens? Oui, Tout ouais, à tout la à fin, fait, ouais, à la voilà, fin, tu ouais, vous rendez ouais. pas compte de ce qu'on peut faire avec. Et là, en fait, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On le voit plus en détail, ouais. Après, tu me diras, dans Alien Résurrection, on le voyait déjà aussi quand même. Au niveau des facehuggers, c'est une déclinaison qu'on n'avait jamais vue, qui soit en laboratoire et qui est en fait, qui peut-être représente une espèce d'arme de destruction très très massive du coup, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Vous avez d'autres choses à dire là-dessus? Sinon, on passe aux meilleures scènes, justement. Moi, je vais juste, revenir sur un tout Oui, petit truc qui a déjà pardon. été abordé, mais c'est quand même la colonie, donc Jackson Star, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir justement, de voir que les gens essaient de se rebeller contre la Weyland qui a quand même qui a l'air tentaculaire et d'avoir la main mise sur tout. J'ai trouvé que montrer cet aspect, c'était vraiment assez novateur pour le coup dans la saga, parce que généralement on en entend parler en arrière-plan, mais on voit pas vraiment C'est comment est vrai. la vie, Ouais. sur les colonies. Là, on a pu voir, je trouve pas mal de choses quoi, dans la rue et cetera, c'est vraiment, je trouve, un des points Mm. forts de ce film. Ouais, ça étend l'univers et ça te permet d'avoir un regard, ne serait-ce que pas sur les jeunes adultes. C'est vrai qu'on s'est plaint, et moi le premier, qui est pas des personnages un peu plus âgés, mais au final, ça permet aussi de découvrir que bah, dans cet univers-là, il y a aussi ces jeunes qui sont exploités, et il n'y a pas que des prolétaires de 50 ans qui vont se plaindre avec des casquettes comme dans Alien, tu vois. C'est tout un univers et un microcosme, donc comme tu dis, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, on a la capacité de mettre en image tout ça, parce qu'avant, c'était Et ouais. s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait, hein, tu vois, à l'époque, dans les années fin 70 là, et puis début 80, ils l'auraient fait. Mais c'était compliqué, tu vois, dans Aliens, tu voyais déjà un petit peu les colons et tout, mais c'est pas comparable. Mais voilà, aujourd'hui, tu as la capacité de le faire, technique, donc forcément, ils vont pas s'en priver. Et je trouve que effectivement, le résultat est, euh, est plus que satisfaisant à l'image. Et c'est un film qui est propre, quoi, hein. C'est un film qui est propre, c'est de la belle ouvrage quand même, faut le dire. Hein, c'est soigné, c'est carré. Tu sens que le mec il maîtrise, hein, Fede Alvarez et toute son équipe. C'est voilà, on n'est pas, c'est pas torché, quoi. C'est des, il y a des compétences à l'écran et ça se voit. C'est vraiment voilà, j'aimerais pas, euh, j'ai pas détesté le film, hein, attention, hein. Il a quand même des qualités formelles certaines, quoi. Il a coûté 80 millions de dollars et il était initialement prévu pour uniquement passer sur Disney+. Et je crois que c'est Fede Alvarez ou Ridley Scott qui ont fait le forcing auprès de Disney pour le sortir en salle. Donc c'est intéressant. Et ils ont très bien fait parce que le film marche, hein. Le film marche très bien, hein. D'ailleurs, Fede Alvarez s'est exprimé récemment. Il a déjà des idées pour faire une suite. Et voire même un nouveau AVP. Oui, alors il veut faire un IVP en tandem avec Dan Trachtenberg, le réalisateur de The Prey. The Prey qui est une excellente suite, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La Ah suite de ouais, j'ai Predator. adoré. Excellente. Bon, après, tranquille, c'est chacun son avis. Ouais, moi j'ai plutôt bien aimé, mais je trouve que c'est la meilleure suite depuis Predator 2. On va pas rentrer dans cette digression parce que ça sera trop long. C'est un autre débat, ouais. Et effectivement, alors si Fede Alvarez remet les mains dans Alien versus Predator, ouais, j'achète. Les meilleures scènes, les amis. Oui, alors effectivement, la scène d'apesanteur avec ce moment où ils essayent d'éviter le sang d'Alien. La scène de lévitation. Putain, Très mais je trouve graphique, que hein, ouais, très ça c'est graphique. vachement bien quand même. Putain, ça fallait y penser quand même, hein. Des tubes de peinture qui volent. Aussi beau que dangereux. C'est Non, mais magnifique. je trouve que c'est ouais, je C'est trouve de que l'art. c'est de l'art, c'est du Dali, c'est du C'est ça.
C'est du Salvador d'Alien. Joli, joli. Ah, tu me connais, moi, les jeux de mots maintenant. Je trouve que c'est bien vu, quoi. C'est bien vu, ça ajoute un suspense supplémentaire sur. Ouais, parce qu'on l'oublie un peu, ça, parce que le sang d'Alien, c'est acide, quoi. Tu vois, Et ça veut dire que tuer une créature, la tuer, ça peut être mortel, quoi. Tu vois, ça peut. Et ça, c'est fort, c'est bien exploité par le film. Mon autre moment que j'aime, que j'apprécie, c'est l'ouverture du film. J'aime beaucoup l'introduction, la toute première scène, qui est assez. À un moment donné, je me suis dit, putain, attends, c'est quoi ça démarre comme ça, Alien Romulus? Je trouve que c'est une ouverture très calme, très douce. On a deux personnages qui mangent. Et on a. Et le premier dialogue vient de Andy. Et on a ce personnage qui a une voix un peu de. On dirait Redman, quoi. On dirait Forrest Gump. Et on se dit, mais attends, mais qui est ce personnage? Parce qu'on ne sait pas tout de suite hein, que c'est un droïde. Qui est ce personnage? Tiens, je n'avais jamais vu ça dans un Alien. Tiens, en tout cas, c'est une ouverture très intrigante. Et je trouve assez, voilà, qui te met dans le bain, qui te donne envie de poursuivre le film. Ça, je trouve que c'était plutôt bien vu hein, de commencer par une petite scène intime. Ça, c'était plutôt bien vu. Ok, super. Et toi, Damien? Pour moi, les meilleures scènes, ça va être, l'introduction qui m'a beaucoup rappelé, Aliens, Ok. avec justement ce silence comme ça et puis le premier son que l'on va entendre, bah, c'est ce matériel un peu rétro-futuriste avec ce son si particulier, des ordinateurs. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. La scène de gravité était très intéressante, mais c'est vrai que un peu facile quand même puisqu'on a du sang qui circule partout dans les airs, mais qui à aucun moment ne va toucher les parois ou même remonter en fait sur le plafond, bon, j'ai trouvé ça un petit peu simple et c'est vrai elle détruit d'ailleurs énormément de xénomorphes à ce moment-là et quand elle passe au travers de l'acide, il y a plus aucun reste de xénomorphes, on se demande où ils sont tous passés. Ouais, c'est la magie du cinéma. C'est c'est la magie du tableau des tubes de peinture qui volent. Je voulais revenir sur ce que tu disais avec le chargement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la scène enfin, où elle tire les balles, les balles un peu comme dans Aliens, en fait, finalement, avec le chargeur qui se vide. Ils ont essayé de repartir sur une espèce de tension comme ça. C'est encore une fois une redite. Mais, et puis le gars qui lui explique comment pouvoir utiliser l'arme parce qu'il joue aux jeux vidéo. Bah, tu vois, on en revient encore. Méta. Non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que la scène du flingue, où il reste une barre et ça n'en finit jamais en fait, Oui, il y a un Ah, chargeur caché. Elle a des cartouches dans le dos. non, bah, c'est comme dans Terminator, tu sais, quand son œil il se finit, et en fait, il a une batterie de secours. Bah, là, c'était pareil, en fait. C'est le dernier, en fait. Ça clignote très, très longtemps. Mm. Alors moi, j'avais oublié un autre moment, et ça me revient, c'est ils sont dans un couloir rempli de facehuggers au bout d'un moment, et ils doivent marcher dans le plus grand calme pour pas se faire détecter par les facehuggers. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme idée de scène. Et ça, de mémoire, je ne l'avais jamais vu. Alors ça, c'est la scène, effectivement, la séquence où ils traversent le laboratoire où il y a tous les facehuggers, et ils doivent respecter, en fait, je crois qu'ils montent la température pour faire en sorte qu'ils puissent pas être détectés. Voilà, c'est ça. Cette séquence, je pense qu'elle aurait pu être bien, bien meilleure. Je trouve que ça monte pas assez en tension, tu vois. J'aurais bien voulu un espèce de facehugger, tu sais, qui se balade à côté d'un, je sais pas, même qui monte sur un bras et qui pense en fait que ça fait partie du décor et qui sait pas que c'est un humain. Et du coup, là, le gars, il est là, il regarde, tu sais, le facehugger comme une espèce d'araignée géante et qui serait vraiment en panique. Et puis, si son cœur il bat trop vite et sa température elle augmente, bah là, c'est là où, tu vois, c'est un peu, ça monte crescendo. Et c'est là où il peut justement se faire alpaguer le visage. Et j'ai trouvé qu'il aurait pu jouer, tu vois, juste sur cette idée aussi simple que ça. Je pense que ça aurait pu ajouter vraiment Ouais, quelque probablement. chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus palpable au niveau de la tension. Et là, non, c'est une scène de jeu vidéo, c'est au niveau 2. Ok, il y a les facehuggers, garde de la tension. Tu sais, le didacticiel aujourd'hui des jeux avec les manettes, tu dois juste rester appuyé à un certain moment pour garder ta température ambiante. Et vas-y, tu passes. Et tu passes sur ce niveau et puis tu arrives après, quoi. tu un QTE, tu sais, Exactement, voilà, c'est ça. si tu le réussis, tu passes à travers quoi. Ouais, C'est ouais. exactement ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que comme tu le dis, cette scène, elle est très originale pour la saga Alien et finalement, bah, elle dure que peu de temps et il y a aucun enjeu, il y a aucune tension, il y a rien et c'est là-dessus justement qu'il fallait essayer de capitaliser sur des scènes nouvelles, des choses nouvelles et Hmm. non, ils vont prendre du temps sur des choses qu'on a déjà vues avant.
Bon, ouais, moi je suis quand même un peu déçu là-dessus, je trouve ça vraiment dommage. Mais vraiment, j'aimerais bien savoir si Alvarez a vraiment pu faire le film qu'il voulait ou si vraiment derrière il y avait Scott, qui poussait et la produ et Disney qui voulait faire un truc vraiment tout public aussi, je sais pas, c'est Reprendre la saga Alien, tu les pieds et les mains liés, quoi, et tu bâillonné, quoi. Tu sais, c'est une propriété intellectuelle, le truc, qui a généré des milliards, sur 40 ans. Tu reprends c'est comme si tu reprenais une boutique, quoi, et je me demande dans quelle mesure, effectivement, Fede Alvarez a pu faire, ce qu'il avait voulu, tu sais, tu dois avoir 15 000 exécutifs sur le dos, enfin, tu dois rendre des comptes tous les jours, ça va pas être facile, ce genre de film. Mais malgré tout, j'ai passé, moi, un meilleur moment que devant Prometheus, par exemple, ou devant Covenant. Alors moi, j'ai encore une dernière, scène que, en fait, pour moi, c'est carrément la meilleure du film. C'est la scène de toute fin où elle s'accroche au câble. Alors ça, j'ai vraiment trouvé cette scène hyper impressionnante au cinéma. C'était incroyable. Vraiment, ça m'a fait rappeler, Gravity, je crois que c'était ce film-là où il y avait une scène un peu similaire, mais vraiment quand elle s'accroche comme ça avec tout l'arrière-plan, waouh, c'était vraiment du très, très grand cinéma. J'avais rarement vu ça, quoi. C'était assez impressionnant, vraiment, ça elle m'a vraiment bluffé cette scène. Sur la fin, là, il y a des plans que je trouve illisibles, par contre. Ah, OK. Mais moi, quand elle s'accroche au câble, tu sais, elle est à l'extérieur du vaisseau et puis tu as tout l'arrière-plan, l'espace et tout. Waouh, c'était quelque chose de ouais, vraiment du grand spectacle, hein. C'était grandiloquent, vraiment. On peut parler maintenant, on a dit que c'était full spoiler, le monstre de fin. J'en reviens encore, hein, c'est pas une obsession, mais pour moi, l'huile noire, là, c'est un peu l'équivalent du virus T dans Resident Evil. Tu sais, ça provoque des mutations génétiques, horribles et la Weyland Company, c'est un peu l'équivalent de la Umbrella Corporation. Enfin, ça m'a vraiment sauté aux yeux, ça. Et par contre, le Space Jockey, enfin, pardon, le monstre, là, de fin, et je l'ai trouvé vraiment horrible, quoi. Il est vraiment flippant. Vraiment, c'est assez impressionnant, cette espèce de grand personnage, longiligne, vraiment, affreux, quoi. C'est un peu vraiment effrayant, tu vois? Même son visage et tout, je trouve qu'il est vraiment bien fait, tu vois? Enfin, il fallait pas se louper et je trouve que le pari est réussi sur le chara-design de ce monstre. Il ressemble d'ailleurs à ces créatures de Prometheus, je trouve. les ingénieurs. Ouais, les ingénieurs, il y a une Oui, ouais, c'est pour ça, moi, j'appelle ça le space jockey. Oui, c'est les ingénieurs, pardon. espèce de parenté comme ça. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il grandit super vite, quoi. C'est qu'il passe de bébé à adulte en quelques minutes. Oui, mais ça nous a été expliqué, plus tôt dans le film avec le rat Ah Ah ouais, d'accord, ah ouais, OK, ouais, c'est vrai. et d'accord, la ouais, matière ça m'a noire. échappé ça. Là, c'est la deuxième réserve, moi, que j'ai sur le film. C'est, bah, là, on est dans Alien 4, hein, quasiment. C'est l'abomination, là, je sais plus comment il s'appelle, le newborn, hein, dans Alien 4. C'est bon, alors c'est un choix, hein. Par contre, c'est un choix. On peut pas enlever à Fede Alvarez, et aux scénaristes d'avoir, voulu aller, très loin. Pour moi, c'était trop. C'était trop, là, le film m'a perdu, en fait. Je pensais qu'il allait s'arrêter avant. Là, pour moi, c'est too much. Tu sens le truc, il faut qu'on rajoute encore un final, il faut rajouter un truc à la fin, et cetera. Là, j'ai pas adhéré. Là, ma suspension d'incrédulité, là, elle a dit, «La jauge est pleine». Quand j'ai vu ça, moi-même, j'étais très choqué. J'ai dit: «Mais attends, le film, il va continuer 1 heure, là?» J'ai dit: «Allez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Un monstre comme ça, tu vas pas le tuer en 5 minutes, quoi». Je m'y attendais pas du tout et ouais. Et toi, alors, Damien, qu'est-ce que tu as pensé du design, de ce final? J'ai été très surpris par ce final parce qu'en fait, on avait déjà vu ça dans Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet et Ouais, c'est vrai que c'est un final avec le newborn qui avait quand même, fait couler beaucoup d'encre parce que c'est les vrai. gens n'avaient pas apprécié justement cette créature et là, bah, faire le pari quand même assez osé de refaire à peu près la même chose, hein, parce qu'on a à nouveau une sorte de newborn. Alors moi, je l'ai appelé le baby morph, voilà, parce qu'on est sur quelque chose de différent, mais on est quand même sur une créature mi-humaine, mi-xéno, je ne sais quoi. Bah, c'était quand même très osé de refaire ça, sachant que ça n'avait pas fonctionné avant. Donc j'ai été Ouais. très surpris, mais j'ai trouvé la créature très bien faite. Elle permet encore une fois de se poser des questions, de théoriser dessus, parce qu'elle a la tête d'un ingénieur, comme on l'a dit. Sur Mmh. le dos, on voit qu'elle a des sortes d'excroissances qui ressemblent beaucoup à ce qu'avait le xénomorphe du premier film. Biomécanique, là, il avait comme des tubes en Ouais. fait, sur le dos, Mmh. bah, là, on voit qu'il y a un début de ça
En plus, il est vraiment flippant parce qu'on voit qu'il y a la queue qui pousse en temps réel. Je sais pas si vous avez vu, mais quand il se nourrit de quai, on voit la queue en fait Mmh. qui grandit en temps réel. Ça fait comme une espèce de chose qui comme si le squelette en fait, se s'agrandissait, c'est très bizarre, j'ai trouvé ça très malaisant. Et moi j'aime beaucoup parce que, bah, encore une fois, on se dit: «Mais pourquoi l'huile noire, a généré cette créature-là? Pourquoi, cette chose?» Et on avait déjà tous ces questionnements dans Prometheus et moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que bon, j'aime beaucoup le lore qu'a créé justement Ridley Scott avec l'huile noire, matière qui est capable donc de donner la vie, mais qui la donne quand même de façon plus ou moins étrange. On comprend que les ingénieurs l'utilisent à des fins, militaires eux aussi, parce qu'on comprend qu'à un moment donné, ils ont quand même voulu peut-être nous défoncer l'humanité avec ça, beaucoup, beaucoup de questions à se poser et j'ai vraiment bien aimé, cette chose. Elle est très flippante. En tout cas, moi, elle m'a vraiment, alors vous savez que d'ailleurs la bestiole a été jouée par un joueur de basket roumain parce que le film a été, bah, filmé en Roumanie et c'est un joueur de basket roumain, mais qui est immense, ultra fin, qui joue le rôle de la créature, en fait. C'est un déguisement en fait qu'il a mis, un truc comme ça? OK. Donc c'est Il un y a un suit? déguisement avec Ouais. une OK. petite surcouche de CGI. Mais j'arrivais pas personnellement à détecter est-ce que c'était un deepfake? Est-ce que c'était du full Ouais, j'arrivais pas à CGI? voir ouais, Est-ce j'arrivais que pas à c'était un savoir, mec qui ouais, était ouais. sous un costume? J'avais un peu du mal et donc là, ça me surprend pas finalement que ce soit un véritable, personnage quoi, enfin. Il s'appelle, Robert Brobotski et donc qui est basketteur roumain et qui endossait le costume de la créature à la fin. Ah ouais, il a pas fait les JO, mais il a quand même gagné sa petite médaille, finalement, notre ami. Ouais, il me rappelle cet acteur qui jouait dans REC, hein. Vous l'avez vu REC? Dans ça, chapitre 2, il faisait la vieille dame, Je sais plus comment il s'appelle, il est incroyable, il a un corps incroyable, ouais. Là, le film, m'a vraiment lâché, mais effectivement, je j'applaudis l'audace, hein, le culot. OK, 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 bah, c'était intéressant en tout cas d'avoir votre, retour, sur, ce perso, comment il l'appelait? Le Baby Morph, ce le perso de Baby fin. Morph, ouais. Ouais. Grand baby, hein? Ouais, c'est un grand bébé, ouais. Horrible. Vous avez remarqué quand même que, encore une fois, pour le final, il y a Ouais. rien d'innovant, quoi. Le vaisseau explose, la Oui, créature est aspirée dans l'espace. il y a un compte à rebours. Et après, c'est la dernière survivante, elle le dit. Ça me rappelle quelque chose. Oui, la voix off, et cetera. «Je suis machin, fin de transmission», effectivement, ouais, mais j'aimerais bien là qu'ils ils aillent sur terre, quoi. Vous voyez? Alors, on le voit un peu dans AVP 2 là, mais ce film est une purge. Alien 4 se termine sur une vue, de la Terre. Ils voulaient aller sur Terre depuis Alien 3, hein, mais malheureusement, ça ne s'est jamais, fait. Là, j'aimerais que bon. Non, dans le final de Alien 4, la Oui, fin c'est vrai, alternative, oui. sur Terre, ils sont à Paris. Mmh. Ah oui, ah tiens, je la connaissais pas. Elle est où cette scène coupée? Alors tu vas sur YouTube et tu tapes, Ah scène d'accord. alternative, Ah, je ending, savais pas alternative ça. ending, D'accord. ah ouais, ils sont à Paris et en fait, on voit bien qu'on est sur un monde qui est totalement, comment dire? Un peu post-apo. D'accord. Ça a dû faire plaisir à Jean-Pierre Jeunet, ça devait être une idée à lui ça, non? Finir à Paris avec Amélie Poulain, hein? Le super mash-up Amélie Poulain Alien. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. C'est le métaverse avant l'heure. C'est ça. Mais ouais, là, un bon gros film Alien sur Terre, moi, ouais, là, tu vois, j'achète, j'achète. Bah, on verra bien, hein, parce que je pense que le film va générer une suite. En tout cas, moi, en guise de conclusion, personnellement, après vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est quand même pour moi un épisode qui réhabilite, la franchise. Bah, après vu comment elle était tombée bas avec Covenant, pour moi, c'était pas très difficile. Mais, je pense que ça donne de l'espoir, pour d'autres, franchises comme Terminator aussi pareil. Peut-être qu'on retrouvera, nos franchises comme on les a aimées avec un œil nouveau et puis un réalisateur ou une réalisatrice qui pourra, de nouveau, proposer des choses, des innovations dans ces univers. Alors j'ai compris que James Cameron, il se penchait sur, un prochain Terminator. Pourquoi pas, on verra. Et puis les autres sagas, voilà, on verra aussi, hein. Peut-être un prochain Predator ou autre, j'en sais rien. Mais, Star Wars, j'ai plus trop d'espoir. Star Wars est dans le coma, artistique, hein. Ouais. Ils vont faire revenir Lucas, c'est prévu. D'accord. Ah bon? Ouais, ouais, il y a des Ah, c'est rumeurs, vrai? George Lucas reviendrait D'accord. sur le devant de la scène, ouais, Waouh! ouais. Ouais, là, Disney, ils ont fait tellement n'importe quoi que Mais le ils seul ont moyen ouais. de remettre la saga, en vie et de relancer la saga, c'est de coller le nom George Lucas,
sur le projet, Ouais. c'est sûr. Vous, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous en avez à dire? Voilà, moi j'ai donné la mienne. Ouais, vas-y, Damien. J'ai beaucoup aimé, je trouve que le film est très fun à regarder. C'est vrai que, comme je l'ai dit, si on n'a pas vu d'Alien avant, franchement, on passe un super moment. Quand on est fan de la saga et qu'on connaît vraiment les tenants et aboutissants et le moins de petits détails, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui font tiquer. Le fait qu'il y ait, trop de références, pour moi, ça tue, comment dire? L'investissement qu'on peut avoir dans le film. Parce que ça Mmh. me sort du film, je me dis: «Mais ça, je l'ai déjà vu, ça, j'ai déjà vu». La scène, pareil, où il ressort la fameuse phrase de Ripley, on se dit: «Mais qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a pas de sens, en fait, que ce soit ici, à ce moment-là». Donc moi, c'est tout ça, ça me dérange, en fait. C'est trop référentiel et je suis un petit peu déçu de Alvarez sur ce coup. Bien que ce soit pas de sa faute, hein, je pense que vraiment Disney, a vraiment voulu, voilà, se sécuriser le truc en faisant un film pour les fans et cetera, mais c'est pas ce qu'on veut, en fait. Les fans ne veulent pas revoir, Mmh. un best-of de ce qu'ils connaissent déjà, par cœur. Mais voilà, de très bonnes idées, un film qui ouais, je prendrais vraiment plaisir à le revoir, dans tous les cas, donc c'est réussi, mais ça aurait pu être mieux. Oui, un peu comme vous les amis, hein, je suis partagé il y a des motifs de satisfaction, qu'on a évoqués, hein, je vais pas me répéter, qui sont, voilà, qui sont dus notamment à Fede Alvarez, à ses scénaristes, aux artistes, aux designers, aux décorateurs. Il y a des qualités esthétiques certaines. C'est un film nerveux, c'est un film qui, voilà, qui est prenant. Tu t'ennuies pas une seconde. Maintenant, moi, j'ai eu l'impression d'assister, à une profanation par moment. Voilà. On profane, voilà, on profane et ressusciter, voilà, Ian Holm, ça c'est un truc Du que profane service. c'est voilà, exactement, il y a le fan service et il y a le profane service. Tu vois? On va déterrer les morts, quoi et ça, c'est mon gros problème avec cette vague de films micro-ondes, hein. C'est-à-dire on va réchauffer une recette. C'est, putain, merde, laissez les morts tranquilles, quoi et ne demandez pas au public de croire qu'un acteur mort est vivant, quoi. C'est vraiment moi, voilà et l la mortalité, quoi, la mortalité, respecter la mortalité et aujourd'hui, plus personne ne meurt, quoi. Plus pe Dans les films, plus personne ne meurt vous avez vu, il y a Robert Downey Jr. là qui va revenir dans le MCU, mais il joue pas Iron Man, mais il va jouer, Docteur Doom, enfin c'est un dérapage, c'est une tendance, moi, qui m'inquiète beaucoup. Ressusciter les morts contre un chèque aux ayants droit. Là, ma suspension d'incrédulité, elle dit stop. Et si relancer une saga, ça veut dire ressusciter des morts, moi je dis non, faut arrêter les amis. Faut passer à autre Tu chose. sais, maintenant, tu peux très facilement cloner les voix. Tout est Donc du possible. coup, tu peux tout refaire exactement à l'identique et c'est vrai que Là, on touche un truc là, on touche un point moral, moi, qui m'inquiète. au niveau éthique, il y a quand même un questionnement particulier, et je pense peut-être maintenant carrément, il va y avoir, tu sais, dans les contrats, des acteurs qui diront: «En cas de mort, je refuse en fait qu'on utilise mon visage et tout». Donc ce sera des nouvelles clauses qui vont être mises en place, j'imagine, hein. Mais ça a été tout l'objet de la grève qu'il y a eu là, l'été dernier, quoi. C'est à un moment donné, merde, quoi. Mettons quelques garde-fous, quoi. Moi, Ian Holm, j'ai plaisir à revoir ses films, les films où il a joué, quoi. C'est là où je retrouve Ian Holm. Mmh. Mais pas un truc dégueulasse en deepfake, quoi. Arrêtez les mecs. Ce sera le mot de la fin. Bah, merci beaucoup, merci à vous 2. Et merci Jamel, merci Damien. Plaisir d'avoir vos retours. C'est vrai qu'on s'était pas concerté avant et puis, il y a pas mal de choses qui reviennent et du coup, bah, je pense qu'on est tous les 3 assez, cohérents dans notre regard par rapport à l'épisode de Alien 3 qu'on avait fait déjà ensemble et puis nous, bah, on se dit, à très bientôt pour, un prochain épisode. Merci Jamel. Salut, Salut merci. Damien. Salut les amis. Merci beaucoup. Il est temps de faire tomber 6000 balles. Ça faisait longtemps ça que tu l'avais pas sorti. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.